Nous sommes à Eutin, à quelques kilomètres de la frontière allemande. Cette modeste commune de 2700 habitants a contribué au XIXe et au XXe siècle à l'essor industriel de la région, avant de connaître une profonde crise économique. Eutin, c'est une petite ville qui est collée à Forbach, la capitale du bassin houiller en Moselle-Est. C'est une petite ville pavillonnaire, résidentielle. Ce ne sont quasiment que des maisons. On est sur des anciennes cités minières. Eutin, c'est le charbon, en fait. C'est des villes plutôt pauvres. Maintenant, Eutin est peut-être dans cette cité un peu résidentielle, un petit peu moins pauvre que le reste de la région. Il est environ 6h30 du matin, ce samedi 20 septembre 2014, lorsqu'un habitant d'Eutin, paniqué, contacte les gendarmes de Forbach, la commune voisine. Ils ont un jeune homme qui hurle au téléphone, il est arrivé un malheur dans la maison de ses parents, dans sa chambre. Quelqu'un a été blessé par balle. Très rapidement, les secours arrivent, puis les gendarmes. On découvre alors une scène sanglante. Une jeune fille est au sol. Les secours vont tenter de la secourir, ils n'y parviendront pas. Alors, que s'est-il passé dans cette maison familiale? Dans quelles conditions la victime a-t-elle perdu la vie? Et le jeune homme fera-t-il des révélations aux gendarmes lorrains? Après les pompiers, c'est au tour des gendarmes de Forbach d'entrer en jeu. Ils apprennent que la victime se nomme Morgane. Âgée de 20 ans, elle est simplement vêtue d'un t-shirt et d'un soutien-gorge. La jeune fille, Morgane, présente une blessure par arme à feu au niveau du sternum. Et elle a la tête orientée vers la porte d'entrée de la chambre du jeune homme. Sur le lit de la chambre, les gendarmes retrouvent un revolver 22 long rifle ainsi que des munitions sur une étagère. Le jeune homme, que nous appellerons Marc, se présente comme le petit ami de la victime et il explique que l'arme à feu lui appartient. Marc est en état de panique totale. Il indique immédiatement que Morgane se serait suicidée. Lui dormait et Morgane s'est saisie de l'arme qui se trouvait cachée sous le matelas. Et elle se serait donc tiré une balle toute seule. Si les explications de Marc laissent songeurs les gendarmes, la mère du jeune homme va confirmer sa version. Elle leur explique qu'elle a entendu un coup de feu en pleine nuit, qu'elle se réveille. Elle va dans la chambre et elle voit la jeune femme au sol et son fils encore endormi. Sa maman raconte qu'il se réveillait à ce moment-là et il a dit à sa mère qu'est-ce qu'a fait Morgane? Elle s'est tirée une balle, elle s'est suicidée, je comprends pas. Tandis que Marc est emmené dans les locaux de la gendarmerie pour recueillir sa déposition, une autre équipe a la lourde responsabilité de contacter les parents de Morgane. Ce jour-là, je me suis écroulé, en fait. Mais je croyais pas que ça pouvait pas être elle. Le plus dur, c'est de la reconnaître à la morgue. Et là, c'était pour moi la fin du monde. Cette image, je l'ai constamment dans ma tête. Informé des propos de Marc, le père de la victime met fin à ces allégations. Tout le monde savait que c'était impossible. Elle ne pouvait pas se suicider parce qu'elle aimait la vie. C'était pas une personne triste. Elle
Elle aimait rire, elle aimait s'amuser, elle aimait sortir en discothèque. Elle était musique à fond. Ça, on ne peut pas lui enlever. Elle était toujours en train de chanter, de danser. Elle aimait faire rire les gens aussi. C'était dans sa nature, en fait. Elle ne le faisait pas exprès, en fait. Elle est un peu comme son père, parce que moi, je le fais aussi, des fois, sans m'en rendre compte, des fois. C'était la seule fille que j'avais. Et puis, au niveau famille, elle était très famille aussi. Elle aimait faire plaisir. Elle avait le cœur sur la main, ma fille. Depuis la séparation de ses parents, 5 mois plus tôt, Morgane vivait avec sa mère dans la commune de Cocheran. Une situation qui devait être temporaire pour celle qui rêvait d'indépendance. Elle travaillait en usine, dans une usine automobile. Même si elle était diplômée en pâtisserie, elle avait des projets, projet de passer son permis de conduire, d'une part, et le projet aussi d'aller travailler à Strasbourg. Alors Morgane s'est-elle vraiment suicidée? La jeune femme avait-elle une face sombre? Et quelles seront les conclusions de l'autopsie? À la gendarmerie de Forbach, les enquêteurs lorrains placent Marc en garde à vue. Ils ont le sentiment que le jeune homme occulte une partie de la vérité. Le problème, c'est qu'on est dans un huis clos. Il y a 2 personnes qui savent ce qui s'est passé. Morgane est décédée, il ne reste plus que Marc. Marc dit que c'est un suicide, mais les gendarmes, eux, ils n'excluent rien. Contre toute attente, Marc donne une nouvelle version des faits. Il raconte que la veille, Morgane et lui ont passé une soirée en boîte de nuit avec des amis en Allemagne. Ils sont rentrés à Eutin. Le groupe a continué derrière l'église à boire. Au petit matin, ils sont allés se coucher chez Marc, tous les deux, dans sa chambre, dans son petit lit. Mais alors qu'il regardait la télévision, sa petite amie aurait eu un comportement inquiétant. Il a vu Morgane se saisir de l'arme, commencer à jouer avec, à se la pointer sous la gorge comme ça. Lui, du coup, a voulu la saisir. Ils avaient tous les deux leurs mains sur l'arme. Il a essayé de la retirer et le coup serait parti accidentellement. Donc on passe du suicide à la version accidentelle. Il indique qu'il a donné le terme suicide par erreur, qu'il était paniqué. Il l'explique par le choc émotionnel en disant voilà, j'ai peut-être dit n'importe quoi au début parce que je savais plus ce qui se passait, je comprenais plus rien. Le lendemain, lors d'une nouvelle audition, le jeune homme va tenir d'étranges propos. Marc indique que Morgane lui manque énormément, qu'il n'a rien fait, que ça ne sert à rien de lui enlever sa liberté puisqu'il a déjà perdu la femme qu'il aimait le plus au monde et qu'il engagerait une grève de la faim s'il était placé en détention provisoire. Les enquêteurs de Forbach veulent savoir pourquoi le jeune homme possédait une arme à feu. Marc affirme la détenir depuis l'été précédent. Ses explications sont peu convaincantes. Mais lui-même ne semblait pas très convaincu parce qu'il avait peur des cambriolages, disait-il. Bon. Ensuite, il est tombé sur une bonne opportunité. Une arme à moins de 200 €. Finalement, pourquoi ne pas saisir cette occasion? Intrigués par ces révélations, les gendarmes décident de faire une enquête de personnalité sur Marc. Il était discret au niveau de la police, de la gendarmerie, de la justice. Peut-être 1 ou 2 fois connu pour usage de cannabis. Et pour le reste, son casier était bien vierge. Un jeune homme, je dirais dans l'ensemble plutôt timide, réservé, fils unique, avec les mêmes passions que celles que pouvait être son père, des passions pour la mécanique, pour les motos, pour les moteurs. Au cours de leurs investigations, les gendarmes vont apprendre que le jeune homme de 19 ans n'est pas aussi paisible
qu'il en a l'air. Marc, c'est quelqu'un quand même qui a un gros tempérament, visiblement qui peut démarrer au quart de tour, faut pas trop le chercher, dit-on. Il fait du kickboxing, visiblement intéressé par les armes aussi. Si Marc continue de clamer son innocence, les résultats de l'autopsie vont mettre à mal sa version. L'autopsie démontre que Morgane a été tué par arme à feu. À bout touchant, l'ogive a traversé le cœur et le poumon et a entraîné la mort immédiate de Morgane. Cette autopsie est en totale contradiction avec les déclarations de Marc. Il dit que dans la bousculade, le coup est parti, il dit que ça serait parti à peu près à 20-30 cm de Morgane. Or, il apparaît que finalement le canon de l'arme était à bout touchant. Après le médecin légiste, c'est au tour de l'expert balistique de pointer les incohérences dans le témoignage de Marc, et notamment en ce qui concerne l'inclinaison de l'arme au moment du tir. Le coup est parti dans ce sens descendant, comme ça, alors que quand il décrit la manière dont il a essayé d'arracher le pistolet, Marc, il s'est retrouvé avec le canon dans l'autre sens. Le jeune homme déclare que Morgane a consommé uniquement de l'alcool, et cela avec modération au cours de la soirée. Mais les expertises toxicologiques vont une nouvelle fois le contredire. Morgane avait 2 grammes et quelques d'alcool dans le sang, du cannabis retrouvé également, plus un médicament, un neuroleptique. Ce cocktail-là faisait qu'elle ne devait pas beaucoup tenir debout quand elle est allée se coucher. C'est pareil, on se demande comment Morgane, dans cet état-là, a pu avoir la conscience de se dire « je vais aller attraper une arme, je vais aller manipuler, faire ce que je veux avec cette arme ». On peut plutôt s'imaginer qu'elle s'est allongée puis qu'elle s'est endormie comme une masse, comme on dit. Le 22 septembre, après 48 heures de garde à vue, Marc est mis en examen pour homicide volontaire, acquisition et détention d'armes et de munitions. Alors le suspect numéro 1 changera-t-il encore une fois de version? A-t-il délibérément tiré sur Morgane? Et les parents de la victime connaîtront-ils un jour la vérité? Face aux explications confuses de Marc, les proches de la victime font appel à la solidarité et ils organisent une marche blanche en hommage à la jeune femme. Il voulait absolument lui dire au revoir, soutenir sa famille, mais il ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Quand je vois le monde, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais très bien, il y a des gens que je connais même pas du tout. Et cette mobilisation, franchement, je vous cache pas, ça me touche énormément parce que voilà, je pensais pas qu'elle aurait pu toucher autant de personnes. Et ils étaient 200 à 300 dans le cortège, à défiler sans un mot, avec émotion, des roses blanches ou des ballons à la main. De leur côté, les enquêteurs tentent de déterminer un éventuel mobile. Et pour cela, ils vont s'intéresser de plus près à la relation qui unissait Marc et Morgane. Lui était très amoureux d'elle. Elle avait encore en tête son ex-compagnon qu'elle venait de quitter 1 mois auparavant. Il y avait à l'évidence une différence de sentiments entre les deux. En analysant le contenu de leur téléphone, les gendarmes de Forbach apprennent également que Morgane souhaitait rompre. Marc répond qu'il était capable de faire un truc de fou, une dinguerie, qu'il n'accepterait jamais la rupture et qu'il engagerait une grève de la faim. Par 2 fois, il menace de faire une grève de la faim. Il pratique ce que l'on appelle le chantage au sentiment, systématiquement. À ce caractère manipulateur s'ajoute
des penchants extrêmes. Dans l'ordinateur de Marc, il y avait beaucoup de fichiers très malsains qui faisaient référence au nazisme, des photos macabres. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé à rendre l'accusé très humain et très attachant. Dans l'espoir de comprendre le scénario du drame, le revolver 22 long rifle est soumis à une expertise. On va retrouver sur l'arme de l'ADN de Marc, de l'ADN de Morgan, à tous les endroits de l'arme. Des traces de poudre vont également être décelées sur leurs mains. Si Marc et Morgan ont tous les deux manipulé l'arme, une question demeure. Qui a appuyé sur la détente? Pour faire feu, le marteau doit être rabattu en arrière et l'on doit appuyer sur la queue de détente. On ne peut pas faire partir un coup de manière fortuite, simplement en appuyant sur la queue de détente. Morgane, elle n'avait jamais utilisé d'arme. Je ne pense pas qu'elle soit capable de le faire, surtout quand alcoolisée, à 6 h du matin, en pleine nuit. Ça peut paraître assez étonnant. Le 23 septembre 2015, un an après le drame, Marc est réentendu par le juge d'instruction. Le jeune homme va une nouvelle fois ajuster sa version. Il affirme désormais que c'est lui qui a armé le revolver quelques heures avant l'accident. Il maintient toujours la thèse accidentelle, tout se passait bien avec Morgane, qu'ils s'aimaient tous les deux éperdument, qu'ils allaient continuer ensemble et qu'aucune rupture n'était à envisager. Marc, la seule chose qu'il explique, c'est que tout s'est passé très vite, que reconstituer la dynamique de cette dispute-là qui dure quelques secondes peut-être, et d'essayer de la détailler est quelque chose de strictement impossible. Alors, s'agit-il réellement d'un accident? Marc a-t-il commis l'irréparable de peur que Morgan ne le quitte? Et les gendarmes parviendront-ils à faire la lumière sur tous ces mystères? À la recherche d'une vérité judiciaire, le magistrat instructeur organise une reconstitution le 26 novembre 2015, en présence des experts et surtout de Marc. Mais le suspect refuse de jouer son propre rôle. C'est difficile d'ailleurs parce que Marc est extrait de la maison d'arrêt, il revient sur les lieux pour la première fois, la chambre était encore sous scellé. C'est psychologiquement quelque chose de très éprouvant et on constate que de bonne foi, Marc a des souvenirs qui sont incertains. Le jeune homme va toutefois être en mesure d'expliquer les derniers gestes de Morgan. Il apparaît que le tir s'effectuait à 45 degrés et on sait également que Morgan avait la main à moitié sur le canon, à moitié sur le barillet, la main droite. Donc on imagine qu'elle était comme ça. Donc c'est vrai que la question c'est comment aurait-elle pu, parce que Marc dit qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette, mais comment aurait-elle pu, elle, appuyer sur la gâchette? La reconstitution in situ va nous permettre de démontrer que les déclarations de Marc sont totalement discordantes avec les conclusions, et il évoque à nouveau le suicide. Les psychiatres émettent également des réserves sur la version du jeune homme. Lors de leur expertise, ils vont avoir le sentiment que le suspect récite un texte bien préparé. Marc avait un ton défensif, monocorde, et on sentait bien qu'il souhaitait se défendre et sauver sa peau. Il est également insoumis au choc émotionnel, il ne ressent rien pour la victime, une apathie complète. Malgré cette attitude, Marc ne faiblit pas et assure qu'il n'a pas donné la mort à sa petite amie.
On est dans le cadre d'un huis clos, où il n'y a que 2 personnes, dont une est décédée. Il n'y a que la version de Marc qui peut être délivrée aux enquêteurs et à la juridiction. Et cette version, elle ne cesse d'évoluer, de se contredire au fil du temps. Les enquêteurs pensent que Marc a tué volontairement Morgane, puisqu'elle souhaitait le quitter, et ça, c'est démontré dans les SMS échangés, et c'est surtout le fruit de la dinguerie qu'il évoquait auparavant, selon eux. Au regard de ces éléments, le juge d'instruction ordonne sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire le 8 juin 2016. Alors, quelle sera l'attitude de Marc lors du procès d'assises? Connaîtra-t-on enfin les circonstances exactes de ce drame? Et sera-t-il reconnu coupable? Le 8 mars 2017, le procès de Marc s'ouvre devant les assises de Moselle, à Metz. Plus de 2 ans après la mort de Morgane, ses proches espèrent de sincères explications de la part de Marc. J'attendais déjà la vérité, dans un premier temps, de ce qui s'est passé dans ce huis clos, déjà pour commencer, et une condamnation, parce que, voilà, c'est en fait, le but c'est d'attendre ça, surtout. C'est que la justice, en fait, soit faite dans cette affaire-là. De l'autre côté, il y a les parents de Marc. On imagine leur douleur, parce que c'est une famille vraiment sans histoire jusque-là. Mais c'est un accusé extrêmement détaché qui fait son entrée dans la salle d'audience. Marc est prostré, Marc est froid, et surtout il ne veut plus donner aucun élément de fait pour sa défense. Et il sème le trouble immédiatement. Le jeune homme va pourtant présenter ses excuses à la famille de la victime. Et le père de Morgane dit, mais présenter des excuses, mais pourquoi? Si on n'a rien à se reprocher, on ne présente pas des excuses. Et là, Marc s'est repris et il dit, je m'excuse d'avoir possédé cette arme. Tandis que Marc ne cesse de clamer son innocence, l'enregistrement de son appel passé au secours le soir du drame est diffusé dans la cour d'assises. Là, franchement, on est saisi par les cris de ce garçon là, de 19 ans. On entend Marc hurler à la mort, franchement, pour la secourir, pour dire qu'est-ce que je dois faire. On entend qu'il essaye de lui faire un massage, bouche à bouche, enfin vraiment. Et on est assez saisi par les cris. Voilà, ça, on sait que c'est pas joué. Et on sent tout l'amour qu'il porte, tout l'intérêt qu'il a pour cette jeune fille. Si Marc semble sincère, l'avocat des parties civiles rappelle aux jurés les conclusions à charge des différents experts. Le 10 mars, après 3 jours de débat, le sort de l'accusé est enfin scellé. Le verdict tenait à un fil, à savoir la queue de détente. Il y avait à la fois l'ADN de Morgane et de Marc sur cette queue de détente. La cour a préféré acquitter Marc du fait de meurtre. Il est acquitté, mais écope de 18 mois de prison pour détention illégale d'une arme à feu. Une peine couverte par ses 30 mois de détention provisoire. Marc ressort donc libre du tribunal. J'ai réagi très mal face à ce verdict. C'est de l'incompréhension. Comment peut-on donner un verdict pareil? La présidente de la Cour est venue avec un communiqué pour expliquer, justifier cet acquittement. Dans ce communiqué, la présidente explique que la Cour n'a pas cru aux explications de l'accusé. Déjà, c'est fort. Mais un doute raisonnable est resté au sein des jurés, et ce doute doit bénéficier à l'accusé. Suite à cet acquittement, le procureur décide de faire appel.
Un an et demi plus tard, le 19 septembre 2018, le nouveau procès s'ouvre devant la cour d'appel de Nancy. Les débats sont similaires à ceux de la première instance. Il y a vraiment un décalage entre les expertises et sa version. Dire que c'est lui qui a appuyé avec la volonté de tuer, ça on n'arrive pas à le démontrer. On peut se faire des histoires, imaginer qu'il lui en voulait parce qu'elle l'aime pas comme lui voudrait, mais on ne sait pas. Après 3 jours de procès, les jurés déclarent une nouvelle fois le jeune homme non coupable. Marc est définitivement acquitté du meurtre de Morgane. J'ai pris une deuxième claque. Donc déjà que le premier verdict, il m'est déjà resté à travers la gorge. Alors le deuxième, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. La vérité n'a pas éclaté dans ce huis clos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça le plus terrifiant. C'est qu'on laisse les gens soi-même dans le doute. Aujourd'hui, 6 ans après le décès de la jeune femme, la vie des parents de Morgane est restée en suspens. Chaque jour, ils doivent affronter son absence et les incompréhensions qui accompagnent ce drame. J'avais le besoin de l'avoir près de moi. C'est pour ça que j'ai fait ce tatouage-là aussi, c'est pour l'avoir avec moi et dire voilà, Morgane, on va faire la fête, on va se promener, voilà. On va au Luxembourg, on va partout, on se promène. T'es avec moi en fait. C'est un hommage à ma fille. Je crois que c'est le plus bel hommage que j'ai pu lui rendre, mais malheureusement, pas de sang vivant. Nous sommes à Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. À la fois dynamique et étudiante, cette ville de 100 000 habitants est classée depuis 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On associe Nancy à l'Art Nouveau et puis au niveau architectural à la place centrale, la place Stanislas, qui est une des plus belles places de France. À l'ouest du centre historique se trouve le quartier de la Croix de Bourgogne. C'est un quartier essentiellement résidentiel, on peut dire classe moyenne ou aisée, avec pas de problème particulier la journée, hein, c'est plutôt des familles qui s'y croisent. En revanche, la nuit, c'est un tout autre visage. Parce qu'il y a 2 boîtes de nuit, il y a 2 discothèques, donc ça draine une faune effectivement de fêtards. Durant l'été 2014, ce quartier va être au cœur d'une étrange affaire. Le samedi 28 juin, Julie et Afid, un couple de trentenaires, confient leur enfant de 3 ans à la grand-mère maternelle. Ce qui a été un peu particulier là, c'est le fait que la maman de la petite, donc Julie, elle n'a pas donné de nouvelles et n'est pas venue rechercher sa fille dans le délai habituel. Alors que Julie ne répond pas au téléphone, la grand-mère décide de se rendre à son domicile dès le 29 juin. Elle est accompagnée par la sœur d'Afid. Arrivées devant l'appartement, les 2 femmes sonnent à la porte et sont accueillies par le père de famille. Elles ne le sentent pas dans un état particulièrement paniqué. Ils leur signalent juste « Julie n'est pas rentrée, je pars à sa recherche ». Elles ne vont pas signaler un comportement alarmant de sa part à ce moment-là. Le lendemain, Julie ne donne toujours pas de nouvelles. Et son compagnon ne répond plus au téléphone. L'inquiétude grandit dans l'entourage du couple et le frère aîné d'Afid se rend à son tour à leur domicile.
Là, il va tambouriner à la porte, entendant le chien qui est derrière, mais personne ne lui ouvre. Il suppose qu'il y a une présence, que son frère est bien présent. Il s'en inquiète et fait appel aux pompiers qui vont passer par l'extérieur, à savoir par le balcon au 4e étage. Alors pourquoi Hafid et Julie ne donnent-ils plus signe de vie? Sont-ils en danger? Et que vont retrouver les pompiers à l'intérieur de l'appartement? Arrivés à l'intérieur du domicile, les secouristes ne trouvent personne, mais visiblement, quelqu'un a fait le ménage. Il voit que le sol est humide, donc manifestement a été nettoyé, des vêtements qui trempent dans un lavabo, mais enfin, rien de particulièrement alarmant. Les pompiers s'aperçoivent que le lave-linge est en route. Et en examinant les autres pièces, ils réalisent que la porte de la salle de bain est verrouillée. Ils appellent à plusieurs reprises en disant « Que se passe-t-il » On suspecte toujours éventuellement un malaise ou un suicide. Et on n'a aucune réponse. En revanche, on entend du bruit et de l'eau qui coule. Et c'est là où les pompiers décident d'ouvrir de force la porte et qu'ils découvrent donc Hafid en train de se laver frénétiquement les mains. Il y a du sang dans le lavabo et Hafid présente une blessure à la main. Tout le monde va dire qu'il a une attitude totalement bizarre, qui ne semble pas l'attitude de quelqu'un de normal, de serein. Il ne donne pas d'explication, si ce n'est qu'il dit Julie a disparu, Julie a disparu, Julie a disparu. Après avoir soigné Hafid, les pompiers contactent la police. L'homme de 36 ans est conduit au commissariat, pendant qu'une autre équipe entame des fouilles approfondies. Ils vont trouver, alors ils vont relever différents objets ou vêtements principalement. Donc dans l'évier, ils trouvent un jean, alors un peu avec des taches brunâtres, rougeâtres, qu'ils vont prendre. Je crois qu'il y a peut-être une chaussette ou une paire de chaussettes. Ils vont retrouver sur le balcon une paire de baskets avec de la boue et une petite tache de sang. Et puis dans une poubelle, des débris de vaisselle, et notamment ce qu'on va estimer être un plat à tagine. Dans le salon, les enquêteurs font une autre découverte. Ils mettent la main sur le sac, les papiers d'identité et le téléphone portable de Julie. C'est vrai que ça va interpeller parce qu'on va dire, mais si Julie était partie volontairement, seule, elle n'aurait certainement pas laissé l'un de ses téléphones, mais surtout son portefeuille avec ses papiers. Les policiers se demandent alors si l'appartement n'est pas une scène de crime. Suspicieux, ils décident d'utiliser du Blue Star, un révélateur de taches de sang. Ils constatent qu'il y a du sang. Il y a du sang dans l'appartement, il y en a dans la chambre, il y en a dans le couloir de l'appartement. Voilà, il y a du sang qui a manifestement été lavé, essuyé. Du sang, ils en retrouvent également dans l'habitacle et dans le coffre de la voiture du couple. Sur la carrosserie, ils remarquent des traces de boue. Le véhicule est sale. Pourtant, il a été acheté 2 jours auparavant par Hafid. On se demande, dans ce contexte-là, comment, en 48 heures à peine, ce véhicule peut être dans cet état, avec des taches de sang à l'intérieur, des éraflures sur la carrosserie et de la boue. Au vu de ces éléments troublants, Hafid est placé en garde à vue le lundi 30 juin 2014. Il y a un adage qui vaut ce qu'il vaut chez les policiers, c'est dernier témoin, premier suspect. Et effectivement, le dernier témoin, c'est-à-dire la dernière personne à avoir vu la victime vivante, ça affirme que de façon assez naturelle, il devient le premier suspect. Alors que dira Hafid en garde à vue? Serait-il mêlé à la disparition de Julie? Et où se trouve la jeune femme de 34 ans? En consultant leurs fichiers, les policiers lorrains apprennent qu'Hafid n'a jamais eu de démêlé
avec la justice. Le trentenaire a grandi au sein d'un foyer aimant et a suivi une scolarité classique. Hafid, c'est le petit dernier d'une famille d'origine marocaine très bien implantée sur Nancy. Nous sommes dans un milieu, j'allais dire normal, mais en tout cas c'est pas forcément très aisé, mais toute la famille a une situation tout à fait confortable. Il lui a fait des études supérieures, il a fait un bac+2. En 2014, Hafid est intérimaire dans une compagnie d'assurance. En CDD depuis maintenant un certain temps et qui était sur le point de signer son CDI. Donc, de l'extérieur, absolument aucun problème. Interrogés par les enquêteurs, les proches d'Hafid font le portrait d'une personne chaleureuse et agréable à vivre. C'est quelqu'un qui est décrit comme un garçon sociable, un homme un peu fêtard même. Vraiment, tous les témoignages sont globalement positifs sur lui. C'est en 2009 qu'Hafid et Julie font connaissance par l'intermédiaire d'un ami en commun. La jeune femme est alors infirmière. Julie, c'est une personne qui est décrite comme assez enjouée, assez dynamique, mais c'est quelqu'un qui est décrit comme étant bien, trivialement parlant, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, pas une personne à problème. Qui avait à cœur d'arranger les choses, mais qui néanmoins avait un caractère ferme, c'est-à-dire qui était capable de dire franchement, sans s'énerver, mais de dire les choses lorsque ça n'allait pas. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Ils emménagent rapidement ensemble et 2 ans plus tard, Julie et Hafid deviennent parents d'une petite fille. Tout le monde décrira un couple extrêmement amoureux, extrêmement soudé, très tourné vers leur enfant. Hafid est décrit comme quelqu'un d'attentionné envers Julie, très gentil. Personne ne décrit de dispute, personne ne décrit d'éclat de voix, personne ne décrit d'engueulade, personne ne décrit de scène de ménage, personne ne décrit de violence latente. Lui, il est jamais décrit comme quelqu'un de violent, quoi. Jamais décrit comme quelqu'un de violent, mais avec sa compagne comme avec d'autres, quoi. En garde à vue, Hafid revient sur la soirée qui a précédé la disparition de sa compagne. Le trentenaire avait invité un ami à dîner. Julie va se coucher alors que les 2 hommes continuent à boire jusque tard dans la nuit. Vers 4 heures, Hafid et son comparse décident de descendre la poubelle. L'ami va tomber dans les escaliers, va chuter sur la poubelle et va s'ouvrir très profondément le bras avec un des débris de verre qui se trouve dans la poubelle, générant une hémorragie relativement importante. Il remonte et réveille Julie pour qu'elle le soigne, étant infirmière, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça nécessite une intervention plus sérieuse. En tout cas, il faut des points de suture. Et donc, à ce moment-là, on fait appel aux pompiers qui interviennent vers 4 heures. Et eux, les pompiers, quand ils arrivent, ils ne remarquent rien d'anormal. Hein. Ils sont dans l'appartement d'un couple qui a des relations normales. Ils sont pas, ils relèvent aucune tension, aucun climat un peu de violence latente. Une fois les pompiers repartis, Hafid explique aux enquêteurs qu'il s'est endormi sur le canapé du salon et qu'il se serait ensuite réveillé le lendemain, vers midi. Mais Julie ne se trouvait plus dans l'appartement. Déjà, ça paraît suspect parce que le canapé est près de la porte, donc si elle était sortie, il aurait forcément entendu quelque chose et aurait été réveillé. Donc ça paraît suspect aussi dès le départ. Hafid ne donne pas davantage d'explications sur son emploi du temps. À la recherche d'éventuels témoins, les policiers font une enquête de proximité. C'est le voisin du dessous qui, dans la nuit,
vers 6h, 6h30 ou 7h du matin, quoi, a entendu un grand bruit dans l'appart au-dessus, suivi d'autres plus petits, quoi. Donc voilà, il livre ça, ce voisin. Donc un bruit suspect qui provient de l'appart du dessus. Hafid et Julie se seraient-ils disputés cette nuit-là? Avaient-ils des problèmes dans leur couple? Pour le savoir, les enquêteurs épluchent leurs échanges téléphoniques. On n'est pas vraiment dans un couple qui est sur le déclin ou qui est prêt à rompre, mais on sent chez Julie une lassitude au niveau matériel, au niveau de l'investissement, au sein du couple aussi. Elle dit à Hafid plusieurs fois, c'est retranscrit dans les SMS dont on a pu avoir connaissance, qu'elle en a marre, qu'il faut qu'il se reprenne, qu'elle ne peut pas tout faire toute seule, et elle lui écrit à un moment, si tu continues comme ça, je vais me lasser, je vais partir et je ne reviendrai plus. L'examen médical d'Hafid met en évidence une fracture des métacarpes à la main droite. Ce qui va être qualifié d'emblée comme le coup du boxeur, qui dit très clairement que ça a été un coup de poing qui a donné ça. Hafid s'en défend et dit que lui, il est tombé au sol. 4 jours après la disparition de Julie, Hafid est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Alors a-t-il voulu se débarrasser de sa compagne? Ou est-elle toujours en vie? Et Hafid changera-t-il de version? Le 9 juillet, Hafid est à nouveau entendu par les policiers. Le suspect assure ne pas comprendre pourquoi l'enquête s'acharne sur lui. Mais sa version est malmenée par l'exploitation de sa ligne téléphonique. L'un des éléments qui a posé problème pour la version d'Hafid en disant ma compagne a disparu, c'est le fait qu'il ne la recherche pas. Il passe 2 coups de fil, a priori, alors que la famille de Julie, même la famille d'Hafid, appelle 2, 3, 4, 10 fois le portable de Julie pour savoir où elle est, pour savoir ce qui se passe. Et lui, non. 15 jours après sa disparition, Julie reste introuvable. Mais une découverte macabre va faire basculer l'enquête. Le 14 juillet, un promeneur dans des bois de la périphérie de Nancy tombe sur un bûcher et les restes d'un corps calciné. Calciné, c'est au-delà de la carbonisation, c'est-à-dire qu'on a des os qui sont tout blancs, qui partent même pour certains en poussière. Mais selon les constatations du légiste, les ossements restants appartiennent à une femme. Il n'y a plus que les expertises de comparaison d'ADN pour confirmer, mais dans l'attente des résultats, on est déjà convaincu qu'il s'agit bien du corps de Julie. 2 semaines plus tard, l'ADN parle et match avec celui de la mère de famille. Les résultats de l'autopsie vont également apporter des informations sur les circonstances du drame. Il y a un point qui est certain, c'est qu'il y a une fracture de la mandibule. Et cette fracture de la mandibule, c'est le seul point sur lequel le légiste est formel. Cette fracture de la mandibule, elle ne peut pas avoir été causée par les flammes, par le fait de la chaleur et par la crémation. Cette fracture de la mandibule, elle est forcément issue d'un choc avec un objet contondant. Les enquêteurs font appel à un morpho-analyste. L'expert est chargé de reconstituer la scène de crime à travers l'analyse des traces de sang. Il va dire il y a des gouttelettes de sang projetées sur les murs et sur une partie du plafonnier de la chambre à coucher du couple. Bon. Et manifestement, compte tenu de la forme des gouttelettes de sang, elles ont été projetées à la suite d'un choc avec un objet contondant. L'expert dit que ça correspond à un coup qui a été donné sur une personne qui était allongée dans le lit, et le coup a été donné par quelqu'un qui se tenait à côté d'elle. Face à ces nouveaux éléments, les policiers poussent Hafid dans ses retranchements.
Mais il n'y a pas un mot, même quand on lui dit, voilà, on a découvert le corps, il n'y a pas un mot venant dire, mais c'est terrible, essayez de savoir ce qui s'est passé. Comme si cette affaire, entre guillemets, ne l'intéressait pas. Il n'exprime pas véritablement de la tristesse. C'est pas lui, c'est tout, c'est pas lui, et il ne veut rien savoir d'autre, il ne veut pas donner d'autres explications. Alors le suspect avouera-t-il les faits? Hafid a-t-il tué sa compagne dans un accès de colère? Et les enquêteurs parviendront-ils à rassembler les preuves nécessaires pour le présenter devant un juge? Sur les lieux de la découverte du corps, au milieu des cendres et des ossements, les policiers lorrains ont mis la main sur des indices, à commencer par des morceaux du plat à tagine. Les enquêteurs vont s'efforcer de faire un lien entre la scène du bûcher et l'appartement. Et le plat à tagine qu'on retrouve dans le bûcher, c'est ce petit fil qui peut permettre de remonter jusqu'à l'appartement. Parce que ce plat à tagine, on retrouve des morceaux de ce plat à tagine aussi dans l'appartement. Et il va y avoir une expertise pour savoir si les morceaux qu'on retrouve dans l'appartement collent avec les morceaux qu'on retrouve sur le bûcher. Alors l'expertise ne sera pas affirmative en 100% en disant c'est le même plat. Mais il dira que c'est compatible. Les enquêteurs ont la conviction que la boue retrouvée sur les baskets d'Hafid provient de la zone du bûcher. Mais l'homme assure quant à lui les avoir salis en marchant dans le parc Sainte-Marie. Le parc Sainte-Marie, qui est un parc très proche de l'appartement du couple Julie-Hafid, va être fermé puisqu'on va prélever la terre à plusieurs endroits pour pouvoir comparer en termes de sédiments la boue qui est présente sur les baskets d'Hafid. Le résultat démontrera que ce n'est pas la boue du parc Sainte-Marie en tout cas. D'après les experts, cette boue a bien plus de probabilité de provenir du lieu de la découverte du corps. Convaincus de l'implication d'Hafid dans ce meurtre, les policiers poursuivent leurs investigations. On va faire à peu près tout ce qui est possible de faire, quoi. On va faire de l'ADN, on va faire de la téléphonie, on va faire de l'analyse des formes de taches de sang, on va faire de l'analyse de crémation. Tous ces éléments n'ont pas la même force probante, même à la limite pris l'un sans l'autre, ils ne sont pas suffisants. Mais quand on les met l'un avec l'autre, l'addition elle devient lourde, quoi. Je pense que ce qui accable vraiment Hafid, et qui est l'élément déterminant, c'est d'une part ses déclarations, dont on sent bien qu'elles ne sont pas du tout crédibles, et puis la tache de sang dans le coffre de la voiture. Les analyses ont confirmé que ce sang est bien celui de Julie. La voiture, il l'a achetée il y a 48 heures. La victime n'y a jamais mis les pieds. Qu'est-ce qu'il fout là, tout ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment ça se fait qu'il y a le sang de la victime dans le coffre? On va lui poser la question X fois. Il n'aura jamais de réponse. Hafid n'explique pas davantage pourquoi le sang de sa compagne se trouve sur ses baskets. Mais le scénario criminel commence à se dessiner. Les enquêteurs privilégient la piste d'une dispute qui aurait mal tourné. Ce qu'on sait, c'est qu'ils s'entendaient mal dans le couple à ce moment-là. C'est que la soirée avec le copain, elle, c'était pas prévu. Elle était fatiguée. Après, qu'est-ce qui s'est passé une fois que les pompiers sont partis? Est-ce qu'elle a eu une remarque? Est-ce que ça s'est monté? Est-ce que lui, qui avait un petit peu bu, quoi, a répondu un peu, et puis il y a eu un enchaînement? Ça, personne ne le sait. Hafid aurait très bien pu être piqué au vif, ce qui fait qu'il n'aurait pas supporté, il n'aurait pas pu tolérer cette blessure, cette atteinte qui a été occasionnée et provoquée par une moindre remarque de la part de sa compagne pourrait très bien déterminer chez lui une explosion intérieure, en quelque sorte, qui pourrait, à ce moment-là, le faire réagir et le faire exploser. On sait qu'elle a pris des coups. Parce que l'autopsie a révélé qu'elle avait la mâchoire gauche qui était fracturée. Alors ça, c'est un élément important, parce que c'est à mettre en relation avec la lésion du boxeur que Hafid il a à la main droite. La suite des événements reste floue pour les enquêteurs. Comment ensuite le corps qui a été entreposé dans la voiture se retrouve à quelques kilomètres brûlé en forêt?
La chronologie du bûcher, le transport, jusque sur le lieu de crémation, tous ces éléments interpellent et on se dit, mais ce ne sont que des hypothèses, puisqu'encore une fois, Hafid ne veut rien dire, qu'il a peut-être été aidé. Ces zones d'ombre n'empêchent pas la juge d'instruction d'ordonner la mise en accusation d'Hafid pour le meurtre de sa compagne. Alors, comment se déroulera le procès? L'accusé continuera-t-il de nier son implication? Et la famille de Julie saura-t-elle enfin la vérité? Le 22 janvier 2018, 3 ans et demi après le meurtre de Julie, le procès d'Hafid s'ouvre devant la cour d'assises de Nancy. L'homme de 39 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Vous avez une famille qui est la famille de la victime, qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui vient chercher des réponses. Mais là aussi, nous avons la famille de l'accusé, la famille d'Hafid, qui souhaite également obtenir des réponses, qui veut comprendre ce qui s'est passé, et parce que Hafid se défend véritablement d'avoir tué sa compagne. Dès l'ouverture du procès, le frère de la victime va marquer les esprits. Qui apporte un portrait, un grand portrait d'elle, pour la faire revivre aux yeux des jurés. C'était quelqu'un de jeune, plutôt joli, et puis lui dans le box, Hafid c'est censé être celle qu'il aime, la mère de son enfant, quoi. Donc voilà, on démarre d'emblée sur une note dramatique, dramatique et puis émotionnelle. Dans le box des accusés, Hafid, très amaigri, est métamorphosé par ces années de détention. C'est quelqu'un qui apparaît effectivement comme l'ombre de ce qu'il a pu être fut un temps, c'est-à-dire un garçon jovial, propre sur lui, bien apprêté, etc. Et effectivement, c'est une sorte de spectre, c'est une espèce d'image de presque mort-vivant. Tandis que la cour attend des explications, l'homme reste sur ses positions et ne se présente même pas à la deuxième semaine d'audience. Tant bien que mal, ses avocats essaient de le défendre et de requalifier les faits en coups mortels. On ne comprend pas pourquoi, brutalement, Hafid aurait décidé de tuer. L'intention homicide, c'est-à-dire la décision délibérée de tuer Julie ne tient pas une seule seconde au regard de ce dossier. On pense qu'il y a eu une dispute, que ça a mal tourné et qu'en réalité, il y a pu y avoir une échauffourée et qu'elle serait presque morte, entre guillemets, par accident, en tout cas sur un mauvais coup. Mais personne n'imagine une intention, une volonté d'Hafid de tuer Julie, qu'il soit responsable ou non de sa mort. Mais ça, on ne peut pas en parler avec lui. Donc on le défend, j'allais dire presque malgré lui. Le 2 février 2018, Hafid est condamné à 20 ans de prison. Il décide de faire appel et un second procès débute 1 an et demi plus tard, devant la cour d'assises de Moselle. Mais cette fois encore, le comportement d'Hafid va jouer en sa défaveur. En appel, c'est encore plus catastrophique. Et à un moment, je me retourne, et là, je vois plus mon client dans le box. Et donc, je me soulève un peu par-dessus le rebord du box, et là, je me rends compte qu'il est allongé, et je l'entends, et il ronfle. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, quoi qu'on fasse, quels que soient les éléments qu'on mette en avant, l'image est faite, la messe est dite, quoi. Après une semaine d'audience, la cour suit les réquisitions du parquet et condamne Hafid à 30 ans de réclusion. Son attitude a joué, forcément, mais aussi la gravité des faits. Parce qu'il faut reconnaître que les 20 ans qui avaient été prononcés en première instance, c'était pas cher payé entre guillemets pour avoir tué sa compagne dans les conditions que l'on sait, pour avoir ensuite transporté le corps et l'avoir brûlé. Honnêtement, ça valait 30 ans.
6 ans après les faits, la famille de Julie, mais également celle d'Afid, tente de se reconstruire. Et cela malgré l'absence d'explication de l'accusé. Cette affaire, c'est un gâchis gigantesque, une tristesse infinie. C'était un joli couple de gens heureux, a priori, qui avaient une petite fille épanouie, qui avait 2 belles familles qui les entouraient, et qui, en une nuit, a plongé dans le drame et dans l'horreur absolue. À l'âge de 7 ans, la fille du couple a été confiée à l'un des frères d'Afid. Je ne vais pas dire que tous les voyants sont au beau fixe, mais, parce que la situation est quand même pas simple pour une enfant de cet âge, mais il y a un encadrement psychologique. Tout le monde nous dit qu'a priori, elle s'épanouit pleinement dans sa nouvelle famille, même si c'est pas la plus belle des enfances pour démarrer.